Avec cette vidéo du chapitre 46 de mes notes de cours, je résous la seule situation tirée de la section 5.3 de Séguin portant sur l'électromotance, ou je devrais dire la force électromotrice induite dans une tige. Il s'agit de la situation 1, intitulée le générateur linéaire, donc un petit appareil électrique intéressant, une application électrique intéressante, et la conservation de l'énergie. Et on peut prendre connaissance de cette situation intéressante-là à la page 442 de Séguin. Suite à cette lecture, on réalise, en tout cas on peut réaliser que c'est une situation qu'on a déjà étudiée sans savoir qu'il y avait une formule propre à ce genre d'appareil-là, le générateur linéaire. Donc un U conducteur avec une tige mobile dessus qui va pouvoir se déplacer. Et ça va générer un certain courant. Le conducteur en gris possède une certaine résistance selon les données lues dans le problème, donc de 0.15 ohms. La longueur, c'est le L qu'on retrouve ici, donc la largeur du côté du U, si on veut. Ma résistance, je vais l'avoir identifiée et au besoin dessinée si jamais elle n'apparaissait pas clairement dans mon problème. Donc, j'aurais identifié là, le petit R. Excusez, pas petit r, mais le r qui est ici à côté de la résistance. Donc, deux grandeurs trouvées dans le texte, deux grandeurs illustrées sur un schéma que je fais ou que je complète. Prochaine donnée qu'on rencontre, c'est le champ magnétique dans lequel l'on est, le 0.5 Tesla. Si c'est déjà illustré, tant mieux. Sinon, si on me dit que c'est rentrant dans l'écran, ben je l'illustre soit avec un seul X ou plusieurs X. Finalement, on me mentionne la vitesse avec laquelle je vais tirer la tige, ou en tout cas, je vais appliquer une force nécessaire pour que je tire cette tige-là avec une vitesse de 2 mètres par seconde. On me demande, parce que ça va faire circuler un courant dans cette partie-là du circuit, quelle est la puissance thermique qui va être dissipée dans la résistance électrique, et surtout, quelle est la puissance qui va être associée à la force, parce qu'évidemment, pour créer une vitesse, là, présentement, on avait illustré le B. La vitesse n'était pas illustrée encore, donc je l'ajoute au besoin sur un schéma si elle n'est pas là. C'est le V ici. Mais pour produire ce V-là, ça veut dire que je vais appliquer une force extérieure dans le même sens que V. Donc, il y a quelque chose qui va venir tirer sur la tige. Et on me demande quelle est la puissance associée à cette force extérieure-là. Donc, les deux puissances, évidemment, sont en watts. J'ai sauté puissance thermique qui n'est pas illustrée encore, donc proche de la résistance, j'ai probablement écrit là, ma puissance thermique associée à la dissipation de chaleur dans la résistance. Toutes mes variables sont illustrées. Prochaine étape, formulation à partir de ce que je recherche. Donc, la puissance thermique, aucune formule dans le chapitre 46, puis aucune formule dans les chapitres récents. C'est la puissance thermique dans une résistance. On a vu ça quand on a fait la partie du cours sur les circuits électriques. La puissance dans une résistance, c'est soit RI carré, soit V sur R carré, ou soit encore delta V fois I. Plusieurs façons de le calculer. La façon la plus simple, peut-être ici, va être delta V au carré sur R. Quoique RI carré aussi aurait pu faire. Mais j'ai souvent une formule directe pour calculer les électromotrances induites, parce qu'évidemment, le delta V que je vais mesurer aux bornes de la résistance ici, que je mesurerai aux bornes de la résistance ici, va être le delta V créé par la force électromotrice qui serait induite. Si je prends RI carré, il va falloir quand même que je calcule la force électromotrice induite, puis que j'applique la loi d'Ohm pour avoir le I. Fait que ça me rajoutera une étape. Donc, je vais y arriver, même si j'ai choisi RI carré, mais mon expérience ici m'amène à prendre delta V carré sur R, que j'applique à mon problème. Excusez. Donc, je cherche la puissance thermique, est égale à, comme je l'ai dit, le delta V au carré va devenir ma force électromotrice induite que je ne connais pas, divisé par la résistance du circuit, par la résistance au bout ici, par 0.15. Donc, je viens d'écrire une première équation et j'ai deux inconnus dedans. C'est la deuxième inconnue qui m'empêche de finir le problème et pour lequel je vais devoir trouver une formule. Et c'est la seule formule, je peux bien aller dans le résumé du chapitre 46, mais c'est la seule formule du chapitre 46 qui s'applique à cette situation-là très particulièrement.
Donc, quand je déplace une tige dans un champ magnétique, il s'induit une force électromotrice qui est égale à la vitesse de la tige fois le B dans lequel je suis fois la longueur de la tige. Donc, vous pouvez aller voir dans le résumé du 46, mais c'est la seule formule. Je l'applique à mon problème. E induit, je ne l'ai pas. V est connu, c'est 2. Ici, le B est connu, c'est le 0.5 juste au-dessus. Puis le L est connu, c'est le 0.3 juste au-dessus. Donc, je viens d'écrire une deuxième équation et 2 inconnus. Donc, j'ai répondu au premier point d'interrogation. Mais il y en avait un deuxième parce qu'on nous demandait de comparer ces deux puissances-là. Donc là, ça va me prendre la puissance extérieure. C'est vrai, je l'avais mentionné, puis j'avais ajouté la force extérieure qui venait justifier qu'il y ait une puissance extérieure, mais je n'ai pas écrit puissance extérieure. Donc, c'est aussi associé à ce qui se passe à cet endroit-là. Et là, je dois faire appel à une formule du cours de mécanique qui apparaît quand même dans le résumé du chapitre 46 parce qu'on l'utilise à quelques reprises. Donc, c'est la puissance associée à une force. C'est F fois V, c'est la force fois la vitesse, fois l'angle entre les deux. Évidemment, l'angle entre la force extérieure et V ici va être un angle de 0 degré. Donc, j'applique cette formule-là du cours de mécanique à la présente situation. Je vais calculer la puissance extérieure est égale à la force extérieure que je ne connais pas, que je n'ai pas de valeur fournie, fois le 2 de vitesse, fois le cos de 0 degré. Cos 0 nous donne une valeur de 1, si vous l'essayez dans une calculatrice. C'est la troisième équation que j'écris. Et j'ai 4 inconnus maintenant. C'est sûr que j'avais fini ici, mais là, je poursuivais le problème pour aller chercher mon deuxième point d'interrogation. Donc, troisième équation, et j'ai 4 inconnus dedans, dont l'inconnu qui me cause problème, c'est une force. Comment trouver une autre formule de force? Bien, ce serait FG, je pourrais avoir une formule directe, ce serait la force d'un ressort, je pourrais avoir une formule directe. Ce serait la force de frottement, j'ai des formules pour des forces de frottement. Mais quand ce n'est pas l'une des 3 forces que je viens de mentionner, tout ce qui me reste de plus, c'est faire la somme des forces. D'utiliser le loi de Newton. Évidemment, je suis à vitesse constante de 2 mètres secondes, ça veut dire que je n'ai pas d'accélération. Donc, c'est la somme des forces est égale à m fois A. A vaut 0, c'est la première loi de Newton, somme des forces est égale à 0. Le A vaut 0. Évidemment, c'est la somme des forces. Donc, quand j'utilise une loi de Newton, je serais supposé essayer de identifier toutes les forces qui existent sur le problème. Puis là, ben, si j'ai juste une force, j'ai pas une somme des forces est égale à 0, j'ai une accélération. Donc, ça implique qu'il existe une force dans l'autre sens. Oui, il va y avoir une force dans l'autre sens. C'est vrai que là, j'ai pas, pour calculer la puissance thermique, j'ai pas dessiné, j'ai utilisé un autre paramètre, un induit, puis je ne l'ai pas dessiné. Donc, si on veut le dessiner, il faut utiliser la loi de Lenz pour trouver dans quel sens qu'elle est, dans quel sens il va y avoir un courant. Évidemment, quand la tige va se déplacer, je vais avoir une augmentation de flux, pas parce que j'ai une augmentation de B, mais parce que j'ai une augmentation de A. Si j'ai une augmentation de flux magnétique, puis que ce flux-là est rentrant, selon le B, la physique va réagir en voulant créer un B induit dans l'autre sens. C'est le B induit que j'ai mis ici. Et pour avoir un B induit dans ce sens-là, ben, il faut que j'aie un I induit qui est comme ça, ce qui implique que j'ai une force électromotrice dans le même sens également là, que le I induit. Et je n'ai pas réellement dessiné le I induit. Là. Je devrais dessiner une flèche à quelque part qui respecte le I induit ici, la flèche avec le petit rond. Là. Mais dessiner le I induit ou le E induit, c'est pratiquement dessiner la même chose. Donc, pour l'instant, le dessin commence à être lourd. Je vais m'arrêter là. Je venais d'aller ajouter ce dessin-là pour dire qu'il faut que je pense à toutes mes forces. Là, je pense à force extérieure, mais c'est quoi qui vient balancer l'autre bord? Ben, quand j'ai un courant qui circule dans n'importe quel fil, mais surtout dans ce fil-là présentement, il y a une force magnétique qui agit sur un courant électrique lorsqu'il circule. Un courant électrique, par définition, ça circule. Donc, il y a une force magnétique qui existe sur un courant électrique qui est soumis à un champ magnétique. Donc, je suis soumis à un champ magnétique ici, puis j'ai un courant qui existe, même si c'est un courant induit, ce courant-là existe. Donc, je dois appliquer la règle de la main droite, pointer mon bras dans le sens du I induit, dans le sens ici, où on le voit sur le côté jaune.
Le B rentrant, je dois m'assurer d'avoir ma paume qui va être orientée de façon à ce que quand je ferme les doigts, je m'en vais vers l'écran, vers le B qui est rentrant dans l'écran, mais la force magnétique va être vers l'arrière. Et je viens de justifier comment se fait qu'il y a un équilibre de force. Donc, il existe une force magnétique vers l'arrière liée au I induit. Quand je vais faire ma somme des forces, ça veut dire que je vais avoir plus la force extérieure vers l'avant. Évidemment, je devrais mettre l'axe des X, comme je dois le faire sur tout problème que je fais appel à selon X. Donc, la force extérieure est dans le bon sens, puis Fm est vers l'arrière, donc c'est un moins Fm. Je viens d'écrire une quatrième équation, et j'ai fait apparaître une nouvelle inconnue qui est la force magnétique. Prochaine étape, ici, n'est pas obligatoire, mais j'avais fait un peu de mathématiques. J'avais tout simplement écrit que ça me donne que force extérieure est égale à Fm. Et là, ça me prend une équation pour force magnétique. Bien, cette force magnétique-là, c'est la force magnétique qui existe dans un fil, un conducteur électrique soumis à un champ magnétique, chapitre 42. Donc, on revient en arrière, mais il y a une formule pour calculer la force magnétique dans un fil, un conducteur électrique. Donc, force magnétique est égale au courant fois la longueur du fil fois le B dans lequel je suis, puis l'angle entre les deux que j'applique à mon problème. Le I, c'est le I induit, que je n'ai pas de valeur comme telle. À date, j'avais calculé juste le E induit. J'avais dessiné le I induit, mais je ne l'avais pas calculé. Fois la longueur du fil sur lequel il y a une force magnétique, c'est la longueur du fil jaune ici, c'est le L du problème, le 0.3. Le champ magnétique, c'est le 0.5 du problème. Et le sinus entre le L, entre la partie, le fil jaune ici, puis le B, bien, il y a exactement 90 degrés. Donc, c'est sinus 90 qui me donne 1 de toute façon. C'est la cinquième équation que j'ai écrite, mais ça a ajouté une autre inconnue, I induit 6. Mais quand on cherchait des I, on utilisait la loi d'Ohm dans quelques situations précédentes qu'on a fait. Donc, la loi d'Ohm que j'applique à ce problème-là, donc le delta V dans ma résistance du bout ici, il est lié au E induit, où il est généré, où il existe à cause du E induit, de la force électromotrice induite. La résistance est donnée, c'est le 0.15 fois le I induit. Donc, je viens d'écrire une sixième équation et je n'ai pas ajouté de nouvelle inconnue parce que ça, je l'ai calculé dans la partie d'en haut. Donc, j'étais à 6 équations, 6 inconnues. Problème terminé du point de vue mathématique. Ces 6 équations-là sont traitables soit de façon conventionnelle ou à l'aide d'une calculatrice scientifique programmable.